Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes en Suisse pour une conférence sur Baudelaire. On va parler de ça, parler de l'actualité du monde arabe, d'Israël, de vos engagements. On dit que vous tenez un journal vraiment quotidien, c'est vrai? Oui, depuis 40 ans. Et qu'il est secret? Il est secret, oui, bien sûr, parce c'est un journal improvisé, c'est un journal dicté sur un répondeur tous les soirs, et voilà, il n'est pas publiable comme tel. C'est un exercice très particulier. Beaucoup de gens en rêvent, très peu de gens le font réellement. Hein. Vraiment, chaque soir, vous vous astreignez? Chaque soir, je le dicte sur le répondeur de Joël Habert, qui est mon assistante depuis très très longtemps. Et j'y consigne, alors tantôt c'est 3 lignes, tantôt c'est 5 pages, selon l'intensité de la journée qui s'achève. J'y consigne à peu près tout ce qui me semble important, aux fins d'élaboration ultérieure. J'espère que voilà, j'aurai l'occasion, le temps, le loisir, l'envie, l'énergie un jour de le remettre en forme. Ça veut dire qu'il sera publié quand même un jour? J'aimerais, oui, j'aimerais pouvoir le faire. Je suppose qu'il y a un moment de la vie, mais j'en suis encore loin, où le désir le plus intense qui reste, c'est celui de revenir sur le passé et de s'en acquitter. Il faut toujours se googliser. Hein. Je ne sais pas si ça vous arrive de le faire. Quand on vous googlise, alors il y a le torrent de ceux qui vous détestent, il y a le torrent de ceux qui vous admirent. En général, c'est des camps très tranchés. Vous-même, quand vous lisez ce journal, par exemple, à quel moment vous dites, voilà, ça c'est moi. Ça, c'est une page, c'est un moment de ma vie qui a compté vraiment. Il n'y a pas un moment, non, c'est... Non, l'essentiel de ma vie, c'est moi. Mais je ne le relis que dans les circonstances dont je vous parle. Quand il y a un livre, non, il n'y a pas de moment où j'ai l'impression de m'exprimer dans mon essence. Vous lisez les critiques sur vous? Oui, je les lis parfois quand elles me tombent sous les yeux. Oui, ceux qui vous haïssent, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, alors, il y a des points qui reviennent toujours. C'est vos positions sur Israël, vos positions sur le capitalisme, par exemple, le fait que vous soyez un homme de réseau, enfin, le fait que vous fassiez votre promotion, mais ça, beaucoup d'autres le font. Qu'est-ce qui fait, d'après vous susciter autant de passion? Je suis le seul intellectuel à faire sa promotion. Je suis le seul artiste à défendre ses livres. Pourquoi vous êtes tellement détesté par les gens, aimé par d'autres, évidemment? Voilà, mais je préfère me demander pourquoi je suis aimé par d'autres. Détesté par... Honnêtement, je ne sais pas. Ça vous a servi, objectivement? D'être détesté, oui. Mais considérablement. C'est une chance formidable. Je bénis mes ennemis. Je les remercie du fond du cœur, une fois de plus. Ils sont formidables. Formidables, presque aussi utiles que les amis. On va en reparler. Baudelaire, c'est la raison de votre présence à Genève. Alors, vous avez écrit un livre sur Baudelaire, mais ça date. On est plus habitué de vous entendre sur des écrivains engagés, des Romain Gary, des Malraux. Pourquoi Baudelaire? Écoutez, c'est un roman ancien et je dois... c'est une initiative de mon ami Marc Bonan, qui a une idée formidable, en effet, qui est d'organiser ce petit séminaire de 3 jours, dont le moment clé, d'ailleurs, a été le sien, sa plaidoirie son retour sur le procès des Fleurs du Mal. Le moment qui vous avait frappé chez Baudelaire, c'est la fin, hein, une fin terrible, dans un petit hôtel en Belgique, triste. Oui, un hôtel qui s'appelait d'ailleurs, ce qui est formidable quand on pense que Baudelaire est un des inventeurs du dandysme et qu'il définissait le dandysme comme un rapport au miroir. L'hôtel s'appelait l'hôtel du Grand Miroir. Et c'est dans cette petite chambre sordide de l'hôtel du Grand Miroir, entouré par ces flacons de laudanum, qu'il passe ces dernières semaines. En état d'aphasie, cette grande langue, cette immense voix, n'étant plus à même que de répéter de manière obsessionnelle un mot et un seul, qui était Crénon. Il y a Valérie Larbaud, qui pendant les dernières années de sa vie ne savait dire que « bonsoir les choses d'ici-bas », et Baudelaire, Crénon, Crénon, Crénon. Les derniers mots, c'est terrible. Hein. Surtout dans le cas de Baudelaire, il les a portés, ces derniers mots, pendant des mois et des mois. Cette agonie, cette existence infime a duré tout de même assez longtemps. Il y a comme ça quelques derniers mots qui frappent toujours. Je crois que Napoléon, c'était tête armée. Les derniers mots qui vous frappent le plus, c'est quoi? Larbaud, bonsoir les choses d'ici-bas.
Je vous ai entendu dire que vous souhaitiez pour vous-même une agonie, je crois. Vous disiez ça, une agonie lente et tranquille quand même, pas trop de douleur. Vous allez donner des idées à mes ennemis, là. Non, mais sincèrement, c'est vrai. Sincèrement, je crois qu'une des choses les plus effrayantes en ce monde d'ici-bas, c'est l'idée de ne pas se sentir mourir. Oui. Vous savez, la question « Comment aimeriez-vous mourir ?» C'est à ça que j'ai dû répondre ce que vous dites. J'ai sûrement dû dire que je ne voulais surtout pas mourir sans m'en apercevoir, dans mon sommeil. Les gens disent souvent ça. Ça veut dire cette expérience-là aussi, il faut la connaître. Je crois qu'il faut vivre cette expérience-là, oui, il faut vivre ce passage-là. C'est un moment dont je suis certainement pas impatient, mais dont je suis extrêmement curieux. Vous savez, j'ai préfacé il y a une quinzaine d'années le livre d'un père catholique sur la mort. C'est un aumônier de l'hôpital de Villejuif, du pavillon des cancéreux de Villejuif. Et il disait dans ce livre qu'une des choses les plus tristes dont il soit le témoin, c'était les parents des agonisants qu'il faisait venir en dernière extrémité et qui lui disaient « Mon père, donnez-lui les sacrements, mais surtout qu'il ne s'en aperçoive pas. » Et il trouvait, et il avait raison, que c'est la chose la plus triste du monde, cette espèce de sacrement en fraude, de sacrement dans le dos du malade. Donc ce dernier instant qu'on lui dérobe, alors que c'est un instant, j'imagine, et c'est ça que pensait Baudelaire et que je lui fais penser, mais qu'il pensait dans ce roman, ce moment tellement essentiel d'une vie quand même, où des choses se transmettent, où des regrets s'expriment, où des moments de la biographie se bouclent, où on laisse ou pas une dernière trace ou un dernier souvenir plus ou moins impérissable à ceux qui vous aiment, qui sont les plus importants. C'est si important, c'est tout ça. On va parler de la Syrie dans un instant. Vous citez l'exemple du Kosovo, c'est-à-dire l'OTAN qui, même sans l'ONU, va bombarder pour le Kosovo. Le recours à la force américain, y compris en Libye, vous l'avez admiré? Non. D'abord, j'admire jamais le recours à la force. Je hais la force. Donc je n'admire jamais le recours à la force quand ça n'est pas de la légitime défense. Est-ce que vous haïssez vraiment la force? Pardon, quand votre film, Le Serment de Tobrouk, qui sort d'ailleurs là en DVD, raconte votre intervention en Libye, vous avez compté dans cette intervention-là, on sent qu'il y a chez vous une jubilation de la guerre juste, franchement? Non, pas une jubilation, bien sûr que non. Le livre d'où Le Serment de Tobrouk était tiré s'appelait La guerre sans l'aimer. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Je n'aime pas la guerre. J'en ai couvert pour des journaux beaucoup, depuis l'époque du Bangladesh, il y a 42 ans. Donc je le connais, le spectacle de la guerre. Je connais la sale odeur des charniers. Je connais le regard effrayé du gamin de 18 ans qu'on envoie au front et qui fait dans son froc de peur. Je sais tout ça. Je sais que c'est atroce. Tout ça, oui. Mais l'intensité de la guerre, le frisson de la guerre, la référence que vous faites à la France libre, il y a une dimension romanesque aussi dans tout ça, non? Mais la France libre, c'est pas la guerre qui me fascine dans la France libre, c'est la liberté. C'est l'antinazisme, c'est le courage, c'est des gens qui, contre toute raison, alors que leurs contemporains se couchent, décident de rester debout. C'est ça qui me fascine. C'est pas la guerre, c'est pas la violence. La Syrie, la question se pose précisément. On est maintenant il n'y a pas de compte exact, mais enfin plusieurs dizaines de milliers de morts. 50 000 morts probablement. Aucune intervention réelle. Voilà. Alors, de la communauté internationale. Donc, mon désir là encore, c'est pas, il y aurait pas de jubilation à ce qui est encore plus de guerre. Il y a en revanche de l'horreur devant ces 40 000, 45 000, 50 000 morts qui nous laissent totalement indifférents. Est-ce qu'une intervention militaire style Libye est possible et souhaitable en Syrie? Totalement souhaitable et totalement possible. Alors pas le même format, ce sera peut-être pas la France, j'en sais rien, j'espère que la France en serait, mais possible, oui, souhaitable, oui, bien sûr, souhaitable. Mais tout est plus souhaitable que cette idée que tous les jours, il y a des centaines d'enfants, de femmes qui meurent à nouveau. Sous quelle forme, Bernard Lévy, sous quelle forme intervenir en Syrie précisément? Ça veut dire, même sans un mandat de l'ONU, c'est imaginable selon vous? Écoutez, depuis que François Hollande a reconnu comme gouvernement, comme représentant légitime de la Syrie, les Syriens libres, on n'est plus dans la même équation. Oui, peut-être faut-il porter secours, ONU ou pas, sûrement, même pas peut-être.
aux gouvernants légitimes, accrédités désormais, en tout cas par mon pays, de la Syrie. ONU s'est bloqué, puisque sans doute Moscou et Pékin refuseront toujours, ou en tout cas... Oui, mais attendez, on peut pas laisser... Vous savez, il y a les lois que je respecte infiniment. C'est ça qui fait qu'il y a de la civilisation. Puis de temps en temps, les lois sont bloquées, ou sont prises en otage par des salopards, ou sont détournées par des truqueurs. Ben dans ce cas, il y a la loi fondamentale, il y a la loi qui est au-dessus des lois. Si les mécanismes de l'ONU sont suffisamment tordus pour que les assassins de Tchétchénie et les occupants du Tibet puissent décréter qu'est-ce qui est juste ou pas, ben, il faut se passer de l'ONU. Et il faudra réformer l'ONU. Alors ça, moi, je peux vous dire, un des grands chantiers de notre génération devrait être et sera, il y a eu le temps de la Société des Nations, il y a eu le temps de l'ONU, de Kurt Waldheim à Ban Ki-moon en passant par Boutros-Ghali, il faut une troisième organisation internationale qui ne sera plus l'ONU telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec ces États voyous qui ont la même voix que les États civilisés, avec le Pakistan ou la Libye de Kadhafi qui était à la tête de la Commission des droits de l'homme, et ainsi de suite. Quand on voit l'ONU telle qu'elle fonctionne, le monde marche sur la tête. La revue de 2012, c'est le monde arabe évidemment, c'est toutes ces élections qu'il y a eu dans le monde arabe. Alors, vous avez en Libye agi pour participer à la chute de Kadhafi. On a vu la suite, en Tunisie les islamistes, en Égypte les islamistes, victoire écrasante. Et en Libye En Libye, la charia quand même revendiquée par beaucoup. Pas du tout. En Libye, pas du tout. Pas du tout. En Libye, non, attendez, vous parlez des élections en Égypte et en Tunisie. Victoire islamiste. Oui, parlons des élections en Libye. En juin dernier, victoire des démocrates, défaite à plate couture des islamistes. La revendication de la charia, ça vous a pas choqué? Si. Mais bien entendu que ça m'a choqué, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas qu'elle soit revendiquée. Le problème, c'est pas qu'elle soit revendiquée, le problème, c'est qu'elle soit appliquée. Pour l'instant, c'est les démocrates qui ont gagné les élections. Le premier ministre libyen, c'est M. Ali Zeidan. C'est pas M. Charia, c'est M. Droits de l'homme. Il a été le patron de la Ligue libyenne, de la section libyenne, de la Ligue des droits de l'homme pendant 20 ans. Est-ce que vous ne vous aveuglez pas quand même vous-même sur le fait que dans les sociétés aussi bien libyennes que syriennes, sans doute, que égyptiennes, une grande majorité des gens sont favorables à un islam appliqué, plutôt conservateur par rapport à nos critères à nous? C'est effectivement plutôt la charia. L'islam conservateur, qui suis-je pour... c'est très très bien. On ne va pas découvrir la Lune. Que la Libye soit un pays musulman et qu'il y ait des musulmans conservateurs, où est le problème? Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est lorsqu'on arrive chez Ben Laden, lorsqu'on arrive chez les frères musulmans, lorsqu'on arrive à amputer la main des voleurs, ainsi de suite. Est-ce qu'on ne s'est pas illusionné quand même quand on disait, voilà, pour l'Égypte, cette petite couche d'étudiants sur Facebook, etc., allait changer le pays? C'est pas le cas pour l'instant. D'abord, on sait qui on. Moi, je parle de la Libye. Moi, je dis aujourd'hui, et là-dessus, je dis depuis 10 ans, en tout cas depuis mon livre sur Daniel Pearl et avant, à l'époque où j'ai fait des reportages pour Le Monde, en Algérie. Je dis que la grande contradiction de notre temps, le grand clash de civilisation, c'est pas entre l'Occident et le monde musulman, c'est à l'intérieur du monde musulman, entre l'islam modéré et l'islam radical. Ça, c'est la grande affaire. C'est la grande affaire dans le monde arabe, c'est la grande affaire en Pakistan, c'est la grande affaire en Iran. Islam contre islam. Islam des Lumières compatible avec les droits de l'homme contre islam obscurantiste et pactisant avec, et fomentant un nouveau totalitarisme. C'est ça la vérité. C'est ça la grande bataille que nous avons à livrer depuis 10 ou 15 ans et que nous aurons encore à livrer pendant les 10 ou 15 ans qui vont venir. La bataille contre le communisme, elle a duré 70 ans. La bataille contre le nazisme ou contre les fascismes, de la marche sur Rome jusqu'à la chute d'Hitler, ça a duré 30 ans. Cette bataille à l'intérieur de l'islam, dans laquelle nous avons, je crois, le devoir d'aider les musulmans modérés et amis des droits de l'homme, elle va peut-être durer encore 10 ou 15 ans, j'en sais rien. Mahmoud Abbas était notre invité avant vous, représentant palestinien en Suisse. La grande demande palestinienne, État observateur à l'ONU. Israël s'y oppose. Est-ce que là, ce n'est pas un signe de très mauvaise volonté?
Moi, je suis, pour l'instant, vous savez, il y a un signe terrible, c'est que quand Israël se retire de la bande de Gaza, les gens qui ont pris le pouvoir par la force à Gaza, qui sont le Hamas, répondent en arrosant Israël ou le sud d'Israël, et pas seulement le sud, d'une pluie de roquettes. Hamas, très populaire quand même, qui a gagné beaucoup d'élections. Oui, ben d'accord, mais Hitler était très populaire aussi. Je veux dire, il a gagné aussi l'élection en 1933. C'est très bien d'être populaire, mais enfin, on peut aussi être un fasciste, ce qui est le cas du Hamas, qui sont une filiale des frères musulmans, lesquels sont nés en 1927 ou 28 en Égypte sur une ligne fasciste. Voilà. Sur l'État observateur, vous ne m'avez pas répondu. Quand on dit on est pour deux États pacifiques côte à côte, quand même refuser ne serait-ce que État observateur à l'ONU, est-ce que c'est pas un mauvais procédé? Non, parce que écoutez, il ne m'appartient pas d'être là. Moi, je ne suis pas l'avocat de Netanyahou, qui n'est pas, je serai israélien, je ne voterai pas pour Netanyahou, il ne serait pas mon champion dans la politique israélienne. Mais il ne faut pas non plus dénaturer les choses. Ce que dit le gouvernement, c'est pas ça. Ils disent, on veut négocier face à face avec les Palestiniens. On veut que non seulement l'État observateur, mais que l'État souverain futur, que tout ça, ça soit l'objet d'un véritable compromis politique. Alors, est-ce qu'ils le veulent vraiment? Quand on est observateur extérieur, quand on n'est ni juif, ni musulman, ni israélien, ni arabe, on n'a pas l'impression que nul ne veut négocier. En réalité, c'est deux peuples pour une même terre, et ils se haïssent, et aucun ne veut négocier au fond, à la fin. Mais ni juif ni musulman, ça veut dire quoi? Moi, c'est pas parce que je suis ni juif ni musulman, en l'occurrence juif, que je pense qu'il fait jour à midi. Il fait jour à midi, c'est quoi? C'est que l'immense majorité aujourd'hui du peuple israélien veut la paix. Alors, est-ce qu'ils sont enchantés à l'idée qu'il y a un État palestinien? Sûrement pas. Mais est-ce qu'ils pensent qu'il y a moyen de l'éviter? Non. Donc, ils sont, comme les Palestiniens, les gens raisonnables des deux bords savent que pour que la paix soit, pour que leurs enfants aient un avenir respirable, il faut que chacun fasse des compromis. Il faut que chacun renonce à une part de son rêve. Et ça, les Israéliens, comme les Palestiniens, ceux en tout cas qui sont raisonnables, savent cela depuis maintenant un certain temps. Il faut renoncer à une part de son rêve. Est-ce que vous-même avez ressenti une déception d'Israël? Vous citiez Benjamin Netanyahou. Quand on compare à une génération d'autres dirigeants israéliens, les Golda Meir, les Ben Gourion, même les Yitzhak Shamir, dans tous les camps, là, Netanyahou, Avigdor Lieberman, vous-même l'avez portraituré de manière très négative. Franchement, il y a une baisse, ne serait-ce que de qualité de personnel politique, ça vous l'avez vu? Mais naturellement, Lieberman, c'est une caricature de tout, de ministres, d'Israéliens, d'hommes politiques, naturellement. Est-ce que c'est une honte pour Israël d'avoir un ministre des Affaires étrangères comme ça? Non, c'est pas une honte pour Israël, parce qu'Israël est plus grand que cela. Pardon, s'il était en Europe, un représentant d'un pays européen, vous seriez parmi les premiers à dire boycottons ces gens, ne les recevons pas? Non, franchement. Je dirais quoi? Qu'il faut boycotter un pays un type d'extrême droite qui représente un pays qui se veut démocratique, ça vous choque pas? Mais attendez, je n'ai jamais dit qu'il fallait boycotter un pays parce qu'il a un ministre qui ne correspond pas à mes idées, certainement pas. Confondre un gouvernement avec un ministre, le ministre avec un peuple, le peuple avec la tradition dont il est le porteur, tout ça n'a pas de sens. 2012, sur le plan économique, vous mentionniez tout à l'heure Obama, son action pour les règles en matière économique. Est-ce qu'on a vécu une crise historique du capitalisme? Oui, bien sûr qu'on a vécu une crise historique du capitalisme et on a vécu en même temps une capacité historique du système à y réagir. Quand on regarde la chronique de la crise des années 30 et la chronique de la crise actuelle, c'est vrai c'est un peu le jour et la nuit. Il y a une ressource, une intelligence du système bien plus grande aujourd'hui qu'il y a 80 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une démagogie anticapitaliste? On dit la crise, les débordements, etc. Globalement, si on regarde ce qui s'est passé dans les pays capitalistes depuis la guerre, quel développement par rapport à tout ce qu'on a vu dans d'autres pays? Quel développement et quelle réactivité aujourd'hui. Le système
à fabriquer ces anticorps, il les a mobilisés. C'est pas fini, il faudra aller davantage, il faudrait... moi, je suis partisan d'une régulation plus stricte des marchés, d'une interdiction de certaines pratiques hyper spéculatives, d'une séparation des deux métiers dans les banques, métiers de dépôt et métiers d'investissement. Au risque, de casser une sorte d'énergie capitaliste qui existe aux États-Unis, qui en Europe est un peu cassée. Je crois qu'on ne casserait rien. Vous savez, il y a une pratique sur les marchés qui sont les ventes à découvert d'actions. Hein, les ventes à découvert d'actions qui consiste à vendre une action que l'on emprunte et que l'on ne possède pas et qu'on paiera lorsqu'on aura empêché son bénéfice. Les deux crises de 2008 et de 2010, les deux fois, les trois plus grandes places mondiales, New York, Londres et Paris, ont interdit pendant quelques semaines, dans certains cas, ou quelques mois dans d'autres, les ventes à découvert. Vous le savez, ça n'a eu aucune espèce de conséquence négative. Ça n'a certainement pas détruit ou amenuisé la capacité et l'énergie du système. Au contraire, ce qui tétanise le système, ce qui casse son énergie, c'est l'idée qu'il y a des petits Mickey, des spéculateurs qui, depuis leur loft new-yorkais, font des fortunes en spéculant contre une monnaie, en attaquant une entreprise, une grande entreprise avec une grande histoire, avec de nombreux employés, en les mettant sur la paille. Ça casse le système. Ça enlève le moral aux gens. Pas le fait de moraliser le système. Moi, je pense que le capitalisme, c'est pour très longtemps, et peut-être en tout cas pour très longtemps, le moins mauvais des systèmes, au sens où Churchill le disait, de la démocratie. Simplement, rien n'interdit de compter jusqu'à 2 et de le réformer, de lui permettre de fonctionner encore mieux. C'est ce que font les Suisses aujourd'hui, d'ailleurs aussi, c'est ce que font les Français, c'est ce que font à peu près tous les pays où il y a des gens pour réfléchir à tout ça. Et ils ont raison, tant mieux. Bernard-Henri Lévy, merci, on arrive au terme à peu près de cette émission. La Libye, on peut vous lire toujours, hein, c'est la guerre sans l'aimer. On parlait de Baudelaire, on peut remonter quand vous lisez les derniers jours de Charles Baudelaire. Après la Libye, franchement, vous n'avez pas eu un baby blues, c'était tellement fort ce que vous avez vécu. C'est la première fois, franchement, que vous réussissiez, c'est-à-dire que, au-delà de la tribune, vous arriviez dans l'action à exister. Après ça, c'est dur, non ? Non, j'arrivais dans l'action. Ce dont je suis très fier, c'est d'avoir contribuer à ce que des gens formidables, comme le Premier ministre actuel de Libye, en effet, puissent changer le cours de l'histoire de leur pays. Ça, j'en suis très fier. Et il n'y a pas eu de baby blues. Il y a eu et il y a encore une très, très grande émotion, une très grande satisfaction. J'ai eu le sentiment, pendant cette période, de faire mon métier d'écrivain et d'homme. Faire son métier d'homme, c'est pas donné à chaque instant d'une vie. Vous êtes en Suisse pour Baudelaire. On le rappelait, je vais vous lire une phrase de Baudelaire, je vais trouver un peu au hasard. Il faut toujours être ivre, hein, tout est là. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. Quel est votre vin à vous ? Les mots, la littérature, la langue française, que j'aime, qui est ma colonne vertébrale, qui est ma source et ma ressource et mon refuge et ce qui me fait avancer. Ça veut dire quoi ? Même après, alors quand vous êtes sur les tréteaux, quand vous êtes à la télévision, là, retour aux mots, c'est quand même l'essentiel ? Ça veut dire que l'essentiel, quand je vais vous quitter là tout à l'heure, je vais retourner dans ma chambre d'hôtel et je vais retourner à ma page blanche qui ne me procure que très peu d'angoisse et beaucoup de joie, et je vais retourner à mon établi, à tenter de façonner, d'ajuster comme un bon artisan mes mots, et cela me procure un très grand plaisir. Bernard-Henri Lévy, merci.